on pense qu'il y aura une reprise réelle de l'économie. En fait, ce que les marchés financiers regardent et les investisseurs, c'est l'augmentation des vaccinations et le fait qu'Israël sortira d'ici, on pense, un mois, quelque chose comme ça, voire un peu plus, complètement du problème du corona. Nous sommes mercredi et c'est comme chaque mercredi l'heure de la revue de la presse économique du docteur Daniel Guggenheim. Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être fidèle au poste et d'être venu ici, y compris en cette période de confinement. Alors la première question, le premier dossier que nous voudrions évoquer avec vous, c'est tout simplement une analyse sur les répercussions, les conséquences économiques du renforcement de ce troisième confinement. On voit que effectivement ce troisième confinement bis est plus respecté que le précédent. On voit les magasins fermés. Quel impact économique sur l'économie israélienne ? Oui, effectivement, vous voyez en studio, vous pourriez croire qu'il y a un relâchement du confinement. Sachez que Kalita m'a donné un permis spécial pour pouvoir venir ici, un laissez-passer. Et donc, c'est plus le fait qu'on a pris que Kalita a pris des nouvelles mesures plutôt que le fait qu'il n'y aurait pas une application du durcissement du troisième confinement. Lorsqu'on se promène en ville, je suppose, et ce que vous voyez, ce que les gens ici voient en Israël, c'est qu'il y a depuis donc dimanche dernier un durcissement, un renforcement pratique du confinement et une baisse des activités commerciales, surtout bien entendu. Le transport, par exemple, les transports publics marchent, mais il y a très peu de monde dans les bus et les routes sont souvent vides, en tout cas à l'intérieur des villes. La police a montré qu'il ne fallait pas aller de ville en ville, donc ça a changé au début. Et il est clair que la population a pris extrêmement sérieusement les demandes du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement, du point de vue de conséquences économiques? Quels sont les premiers chiffres que j'ai pu voir? D'abord, bien entendu, tout le monde, ce qu'on regarde, c'est l'augmentation du chômage. Les chiffres que j'ai vus... On parle de 140 000 nouveaux chômeurs depuis ce dernier confinement. Les chiffres que j'ai vus sont un peu moins durs. J'ai vu 10 000 par jour. Je n'ai pas vu ces chiffres de 140 000. Je ne sais pas, ce n'est pas les chiffres que j'ai vus. Il faut dire que... on en parle, et l'économie israélienne en est à son troisième stop and go, c'est-à-dire à son troisième refroidissement, et les entreprises, les administrations et autres ont sûrement pris des mesures pouvant permettre de pouvoir maintenir une certaine activité malgré le durcissement du troisième confinement. Maintenant, ce qui est très important de dire, je crois, c'est d'abord lorsqu'on se regarde par rapport aux principaux partenaires commerciaux d'Israël, les pays de l'OCDE, par exemple en Europe. Dans beaucoup de pays d'Europe, la maladie a apporté aussi un durcissement du troisième confinement équivalent à ce qui se passe en Israël. Donc c'est important de le souligner. Ceux qui n'ont pas fait, comme la France, sont en train très sérieusement d'y songer. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose qu'il faut noter, c'est que, en fait, Israël, vous l'avez souligné plusieurs fois, est la première mondiale, point de vue de ce qu'on a, la vaccination actuelle. Et on en est, je crois, autour de 2 millions. Et c'est un record mondial. Israël est cité en exemple. Et donc, c'est ça que les marchés économiques, ceux qui décident, regardent. Ils pensent que Israël va sortir le plus vite de la crise. Et donc, voilà ce qu'on voit depuis plusieurs jours, et surtout depuis le durcissement du confinement. La bourse d'israélienne, qui représente en partie la confiance des investisseurs à l'intérieur et aussi étrangers par rapport aux grandes sociétés israéliennes, fait ce qu'on appelle un rallye, c'est-à-dire augmente très fortement depuis le début de l'année 2021, surtout dans les secteurs qui avaient beaucoup baissé en 2020. Le secteur bancaire, qui avait baissé de 20% l'année dernière, est en nette remontée. Le secteur de l'énergie, c'est-à-dire tout ce qui est le pétrole, le gaz, ça veut dire qu'on pense qu'il y aura une reprise réelle de l'économie. En fait, ce que
les marchés financiers regardent et les investisseurs, c'est la fin, c'est l'augmentation des vaccinations et le fait qu'Israël sortira d'ici, on pense, un mois, quelque chose comme ça, voire un peu plus, complètement du problème du corona. Et donc, à ce moment-là, la croissance sera extrêmement importante. C'est important par rapport à d'autres pays, le fait que l'État d'Israël sorte, on va dire, 1 ou 2 mois avant les autres pays sur le plan économique, ça va se répercuter ? Évidemment, oui, c'est clair, c'est net. Et c'est d'ailleurs, dans toute cette période-là, dans toutes ces périodes, Israël a toujours été en avance par rapport au pays, par rapport aux mesures qu'elle avait prises, et a permis, bien entendu, a permis d'amoindrir les problèmes qu'il y avait. Bien entendu, pour chaque personne qui a été touchée, il y en a beaucoup qui ont été touchés, c'est un problème. Mais par rapport, ce que vous voulez dire, par rapport aux sociétés, aux autres pays, c'est quand même un avantage. Je voudrais dire que, j'en parle souvent ici, les rapports des devises, parce que le fait que le shekel soit très très fort, je pense qu'il est arrivé à un niveau qui n'a pas été depuis 1996, c'est-à-dire 25 ans, que le dollar, hier, s'est changé en dessous de 3 shekels 15. Il faut se rappeler que l'année dernière, à un moment donné, il n'était pas loin des 4 shekels. Et l'euro est autour de 3,84, 3,85 hier. C'est une baisse énorme. Il n'y a pas longtemps, on se retrouvait encore pas loin des 4 shekels. Ça veut dire que les milieux financiers, non seulement d'Israël, mais des étrangers qui investissent ici, ont confiance en l'économie israélienne. Et c'est ça que veulent dire ces chiffres. C'est, je pense, les premières analyses qu'on peut faire de ce qui se passe depuis le début du second confinement. Dernière chose très importante à dire, toutes les mesures que j'avais parlé concernant les aides aux ménages et aux entreprises ont été votées cette semaine à la Knesset. Alors, on va revenir sur une donnée aussi qui a été publiée cette semaine, celle du déficit budgétaire. Et ça, c'est véritablement une énigme. J'aimerais bien mieux comprendre avec vous ce qui se passe. Parce que là, on en parle d'un déficit budgétaire qui a été augmenté, je crois, de 20% par rapport à l'année dernière. On parle de 160 milliards de shekels. Et finalement, on a l'impression que c'est pas si grave que ça. Alors qu'au début de la crise, il y a 1 an, le déficit budgétaire, c'était au cœur de tous les débats politiques et économiques et que l'on affirmait que la situation était catastrophique. Expliquez-nous ce paradoxe. D'abord, c'est un déficit historique, c'est vrai. Ce déficit de 11% de budgétaire par rapport au produit intérieur brut. Cependant, il faut manipuler ces chiffres avec prudence. D'abord, ils sont moins importants. Il est moins important le déficit budgétaire que les prévisions du ministère des Finances en 2020. Et c'est finalement 11% du PIB au lieu de 14% prévu. Le ministère de l'économie a fait une analyse détaillée de ce qui s'est passé et a trouvé qu'il y avait une baisse de la collecte des impôts, surtout des impôts indirects, moins des impôts directs. Elle parle d'une baisse de 1% seulement des impôts directs et de 3% par rapport aux impôts indirects, ce qui a bien sûr bien augmenté et a causé ce déficit budgétaire. Ce sont le fait que le gouvernement, comme dans tous les pays, a appelé ce qu'on appelle le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire à partir de 2 ou 3 mois après le début de la crise, à aider massivement les entreprises, les indépendants et les ménages pour pouvoir se maintenir pendant cette crise. Et c'est ça qui explique ce déficit budgétaire. Encore une fois, la réponse à votre question qui est justifiée est que la situation du déficit budgétaire en Israël et surtout l'augmentation par rapport à ce qui était en 2019 est beaucoup moins important de tous les pays de l'OCDE. Si on regarde ce qui se passe en France... Donc quand on parle de déficit, on doit parler de déficit en comparant avec d'autres déficits à travers le monde. En France, carrément, je regarde souvent des émissions économiques très sérieuses. Beaucoup de financiers, ça m'étonne, parlent ouvertement, et surtout le ministère des Finances en France, de demander l'annulation totale des dettes que la France a contractées. Enfin, en Israël, on n'en est pas là. Et faire une chose pareille, ça, c'est un problème pour les marchés financiers. C'est-à-dire, ça serait sûrement, je pense, la dette de la France par rapport à la Banque Centrale Européenne. Mais enfin, parler d'une chose pareille, ça veut dire que la France reconnaît qu'elle ne pourra pas payer ses dettes, qu'elle est en faillite. Ce n'est pas le cas en Israël. Donc, bien entendu, je tiens à retenir ce discours que j'ai souvent tenu ces dernières semaines et mois. C'est dur
c'est dur pour tout le monde. Mais comme il faut relativiser à ce qui se passe comme dans les autres pays, et qu'Israël vit, il y a la mondialisation, et donc Israël vit dans un système financier et économique international, c'est ça qui compte, et c'est ça qui, oui ou non, permettra à Israël de s'en tirer. Alors, on va maintenant revenir sur une étude du ministère des Finances qui révèle que beaucoup d'investisseurs en immobilier ont beaucoup perdu d'argent lorsqu'ils ont vendu au cours des premières années après leur achat. C'est-à-dire que si, pour résumer cela, si vous voulez investir dans l'immobilier, eh bien, surtout ne revendez pas rapidement. Oui, souvent, il y a des Olim qui me consultent parce qu'ils ont, lorsqu'ils viennent, ils ont dit c'était souvent leur envie ou l'envie de leur conjoint qui n'est plus là, d'avoir lorsqu'ils seront en Israël quelque chose qui leur appartient. Ils me demandent est-ce qu'économiquement c'est valable. On entend sans arrêt que les prix en immobilier en Israël ne font qu'augmenter, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en est. Or, le ministère des Finances a publié cette semaine une étude qui est basée sur ce qui est dit aux impôts. C'est-à-dire, lorsqu'on achète un appartement en Israël, on doit exactement dire à combien on l'a acheté. On ne peut pas acheter un bien. Et les avocats disent immédiatement aux impôts, voici la valeur de l'achat, et la même chose, bien entendu, pour la vente. C'est-à-dire que ce sont pas des sondages. Il s'agit de faits précis de ce qui s'est passé. Et alors, cette étude a montré la chose suivante. Quelqu'un qui, en Israël, il parle de ces 3 dernières années, par exemple, a vendu un appartement, n'a pas pu attendre, par exemple, plus de 3 ans, beaucoup de fois a perdu par rapport à son investissement. Des chiffres très surprenants pour moi qui étaient. Surtout, la perte par rapport à l'achat est vraie dans les villes périphériques. Par exemple, à Dimona, quelqu'un qui a acheté un appartement à Dimona, qui a dû le vendre dans les 3 années de son achat, on parle donc de ces 3 dernières années, a perdu 46% des investisseurs qui l'ont fait. Non pas pour habiter, mais parce qu'ils pensaient gagner de l'argent, ont perdu de l'argent. À Naharia, 20%. Même à Jérusalem, j'ai été étonné de voir 10% des gens qui ont acheté dans l'immobilier et qui ont vendu dans les 3 dernières années, et j'en dis encore une fois, après 3 ans, ils n'ont pas pu attendre plus, ont perdu de l'argent. Pourquoi ça ? Parce que les gens, lorsqu'ils vont faire un achat dans l'immobilier, ne prennent pas en compte tout ce qu'il y a autour. Les frais d'avocat, les frais de plus-value souvent, etc., etc. Et les frais aussi d'agent immobilier. Lorsqu'on vend, on peut être très taxé s'il s'agit d'un bien qui n'est pas l'endroit où on habite, de 25%. Donc ça aussi, il faut le baisser de point de vue du bénéfice qu'on fait. Et donc, ce que les financiers disent souvent, ce point de vue investissement dans l'immobilier, si on veut le faire, il y a des produits, mais ne le faites pas sur une pierre, sur une maison, parce que là, point de vue économique, ce n'est pas rentable. Alors, dernier point, il nous reste en fait 2 minutes pour en parler. Il s'agit du ministère de la Santé, dont on parle beaucoup, bien entendu, qui entreprend la création d'une base de données sur les malades du corona. Pourquoi d'abord, et quelle est la signification de cette affaire-là? Est-ce que c'est lié à un aspect économique ou non? C'est un article de Demarker d'abord. On a dit que maintenant, cette chronique devait se rappeler revue de presse, donc je cite mes sources. Bien sûr. Et donc, Demarker, pourquoi je dis ça? C'est un journal très sérieux, économique, et d'ailleurs, il n'a pas été refuté dans ce qu'il a dit. Depuis l'été dernier, le ministère de la Santé commence à créer une base de données sur les malades du corona, 500 000 qui ont été malades du corona en Israël. Cette base de données comprend, pour les gens qui ont été malades du corona, bien sûr tout ce qu'ils ont eu des maladies avant, tout leur dossier médical, et également des données économiques qui concernent leur salaire, dans quelle maison ils habitent, combien il y a de pièces, etc., etc. L'idée de cette base de données est de permettre à donner aux chercheurs, d'abord israéliens et après dans le monde entier, des connaissances sur cette nouvelle maladie pour permettre de mieux l'appréhender. Maintenant,
il y a un problème. En Israël, il y a ce qu'on appelle Vadat Helsinki, c'est-à-dire une Helsinki, ça veut dire c'est une comité qui ne permet pas n'importe comment de pouvoir faire une base de données, puisque le ministère de la Santé promet qu'il n'y aura pas la possibilité de lier entre les données statistiques et les données des personnes. Mais enfin, d'après ce qu'on a eu des récents épreuves que c'est pas toujours vrai. Et surtout, il y a pour l'instant une discussion entre le ministère de la Santé et cette comité pour savoir est-ce qu'il y aura besoin de la demande de personnes ou pas pour être dans ce fichier. Le ministère de la Santé dit qu'elle aura du mal à demander la permission des gens. D'abord, ça pourrait inquiéter les gens. Et deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de téléphone avec SMS où il leur serait possible de pouvoir avoir un accord. Ils préfèrent le contraire, que c'est seulement si quelqu'un dit ne pas vouloir être dans ce fichier-là que qu'il ne sera pas. Donc pour l'instant, il y a des données qui sont reconnues. Le travail n'est pas à temps encore. Donc je voulais prévenir les gens. C'était intéressant et important de le souligner. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette revue de la presse économique sur Studio Qualita, fidèle au poste chaque mercredi.